et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 33. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Olive. Salut Kev. Comment ça va les garçons ? Fatigué. Un petit peu fatigué, le week-end a été tumultueux de mon côté, mais ça va, on est là. Ah ouais, moi en forme, en pleine forme et toi ? Ça va. Un peu fatigué aussi, mais ce n'est point grave. Va falloir changer ce gimmick de ça va, hein, parce que du coup maintenant les gens savent que ça va, on répond toujours la même chose, il va falloir changer tout ça, ça va pas du tout. Alors, Olivier, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Ah ouais, genre direct. Ah d'accord. Comme ça. Oui patron. Bah oui, d'accord. mais en même temps je te l'ai dit Olive, on n'a pas de trucs marrants. Non mais c'est vrai. Alors, aujourd'hui nous allons suivre les aventures de Jim, Selena, Anna et Frank, décidés à quitter un Londres envahi de contaminés, décidés à taper des sprints, car ce ne sont pas des zombies, ils ne nous prouvent en courant beaucoup trop vite. Bienvenue dans 28 jours plus tard. Bien. Donc 28 jours plus tard, un film de Danny Boyle, sorti en 2002 en Angleterre et 2003 en France, pour un budget de 8 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme, mais ils les utilisent plutôt pas mal, avec Cillian Murphy, Naomi Harris, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston aka le Docteur, et Megan Burns. Donc, quelle est la première scène, Vivien, s'il te plaît ? Ah oui, on perd pas de temps. Le film commence par des images de violence rurale entre policiers et hommes qui se tapent dessus, qui se pendent, qui se mettent en feu, qui se matraquent. Et ensuite, on voit que c'est un singe cobaye qui regarde tout ça. Dans ce petit laboratoire, un groupe de rebelles, écolos. Éco-terroristes. Éco-terroristes, exactement, vont rentrer pour libérer les singes. Je suppose. Sauf qu'un scientifique fallait surprendre, ils vont quand même finir par libérer un des singes, mais attention, il a une forme de rage, mordre, je sais plus comment elle s'appelle, mais fille éco-terroriste. Voilà. Cette fille éco-terroriste va se mettre à vomir ses tripes dans la bouche d'un autre éco-terroriste qui va se mettre lui-même à vomir ses tripes. Bref, 28 jours plus tard. Et c'est une première scène qui pue du cul. Ah, complètement. Alors oui, elle intègre cette future pandémie, on va dire. C'est cette contagion, comme ils aiment le dire, et oui. Donc cette espèce de maladie... Le Covid-19. Presque. Moi, j'ai jamais vu personne qui a tenté de me mordre, mais on n'est pas très loin. La Covid-19 a créé de la folie aussi chez les gens. Un petit peu. Mais c'est pas ça le sujet, je pense. Surtout, cette première scène. J'ai déjà une première question qui me taraude. Donc, le scientifique dit, vous devez pas ouvrir les cages parce que... ils ont une maladie, enfin la fureur, je sais plus comment il... rage. Je crois que c'est traduit par la il fureur. traduit fureur, mais en fait en anglais il dit rage, quoi. Très... Enfin merde, comment on dit ça déjà ? Très furageuse. Très contagieuse. Voilà. Et comment donc tous les quatre là, les trois éco-terroristes et le scientifique, on suppose qu'ils meurent grâce à tout ça, cet échange de fluide. Mais comment ils sortent du labo déjà ? Le garde qui a été appelé, qui va rentrer et qui va ouvrir les portes. Voilà, déjà première question. Et comment ils sortent après ? Ah bah alors le garde a ouvert les portes. Après il peut-être une porte ouverte, un courant d'air, une fenêtre, je sais pas. Ouais, donc déjà rien que là, pour moi, le film perd de sa logique. Et pourquoi ? Bah pour moi, il y a trop de trucs qui font que dans les explications qu'ils vont te donner plus tard, ils te disent qu'il te faut 10 à 20 secondes pour être contaminé et donc exprimer cette maladie. Comment elle a pu sortir d'Angleterre ? Ce qui fait en fait, ce qui rend encore une fois cette première scène sortir inutile. d'Angleterre. Je pensais que tu parlais sortir du bâtiment. Non, mais déjà rien que sortir d'Angleterre. Parce qu'il y a des films où l'incubation est plus longue. Donc tu te dis, ok, les mecs peuvent être dans un avion, c'est pas grave. Ils peuvent prendre le train, c'est pas grave. Là, le fait que ce soit ultra rapide te casse un peu tout ce côté je sais pas, tout ce côté truc mondial. Après, Enfin, c'est pour ma part. C'est peut-être un mensonge, hein, le truc mondial, parce qu'on sait très bien que le monde n'est pas contaminé. On nous dit que à la limite, Paris, Rome, je crois, ils parlent, sont contaminés. New York. Oui, mais New York, on sait que New York n'est pas contaminé. Et c'est désamorcé avec sa suite, 28 semaines plus tard, puisque à la fin de 28 semaines plus tard, les zombies, les contaminés débarquent à Paris.
Voilà, sur donc le c'est au Trocadéro. que... C'est que Et donc, normalement, vous, c'est pas contaminé. quand vous avez vu 28 jours plus tard, vous saviez déjà que la suite 28 semaines plus tard désamorçait tout ça. Bah, moi, bah je oui, savais oui, moi, que je savais. je le savais parce que en fait, il nous le dit. Plus tard, le militaire, on va dire, qui est le seul militaire gentil, hein, je spoil un peu, mais va dire que tout ça, c'est des conneries et qu'en fait, on est sur une île et qu'ils nous ont. Bah, c'est une quarantaine. L'île est en quarantaine. Bah, du coup, je me suis dit, ah ok, donc le reste du monde en fait va bien, confirmé par le jet et les avions qu'on voit dans le reste du film. Donc pour moi, le reste de la planète n'était pas contaminé. Mais pour revenir sur cette première scène, moi, de toute façon, dans tous les sens, je te rejoins aussi, hein, Kevin, elle ne fonctionne pas sur moi. Et là, en revoyant le film, que j'avais pas vu depuis un moment, j'avais oublié cette scène. Pour moi, le film commence, et limite, aurait dû même commencer, au réveil de Cillian Murphy à l'hôpital. Ouais, on n'a pas besoin d'explications en fait sur pourquoi du comment. Il y a une contagion, ok, tu vois. Genre, c'est le but du film. Ça rend le virus encore plus interrogateur, en fait. Enfin voilà, c'est là, c'est comme ça. Et tant pis, maintenant, on va vivre dans un monde post-apo avec des contaminés. Point. Il n'y avait pas besoin de justification. Voilà. Et en plus, cette scène, ça nous fait vraiment commencer le film comme bah un mauvais film des années 2000. Genre, t'as vraiment l'impression qu'ensuite, tu vas passer juste un mauvais moment en fait après cette scène. Et pourtant, tu passes un très très bon moment après. Et la scène, d'ailleurs, n'est pas filmée en mini-DV comme tout le reste du film, qui lui donne un grain un peu documentaire, on en parlera, j'imagine, mais elle est filmée normalement et elle est très très datée. Et puis, un laboratoire comme ça n'existe pas. Enfin, dans une espèce de hangar, il y a une blouse blanche qui passe par hasard. Les éco-terroristes sont rentrés un petit peu, bah, tu sais pas, mais ça a l'air très facile. Enfin, il y a beaucoup de choses qui clochent en fait dans cette scène. Ouais, mais ça, pour le coup, le truc du laboratoire qui n'existe pas dans la réalité, c'est un problème inhérent à tellement de Oui. films que. Regarde, comme dans Resident Evil, il ressemble à. Il n'y a aucun laboratoire Non, n'existe non. comme ça aussi. Et on sait tous qu'il s'y passe des trucs pas très Je très ne vois pas de quoi cadeaux. tu parles. James Bond aussi, hein, aucun laboratoire ressemble à ça. Oui, voilà. Donc, mais après, ça encore. Mais comme vous dites, en fait, le problème de cette première scène, c'est que je pense qu'elle est inutile. Parce que on part sur la scène où Cillian se réveille dans un hôpital vide. Il y a des problèmes, il y a une recherche, on est avec lui, on suit ses recherches, on essaie de comprendre avec lui ce qui se passe. Sauf que c'est désamorcé par la première scène qui, pour le coup, moi je suis désolé, mais elle n'apporte rien. La seule chose qu'elle apporte, c'est l'explication du titre, en fait. C'est juste ça, parce que la première scène se termine, et après, le réveil de Cillian à l'hôpital, ça se passe 28 jours après que le virus se soit échappé. Et encore, le sert qu'à 28 ça. jours plus tard, il apparaît aussi à la fin, alors ça pourrait être ça, Oui, tout à fait. l'explication du film. Mais le pire avec cette scène, je pense, c'est qu'elle nous détache du personnage principal. Parce que en tant que spectateur, ayant vu cette scène, on a quelque chose que le personnage n'a pas. L'ironie, en fait, c'est une ironie dramatique, ça. On sait quelque chose que Cillian est détaché du spectateur alors que c'est un personnage, on le comprend assez rapidement, qui est censé presque représenter, du moins dans les 2 premières parties du film, le spectateur qui ne comprend pas, qui est perdu. Avec cette scène-là, en fait, on est juste un spectateur d'un film, on n'est plus dans le film. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est rare. Moi aussi. Non, ça c'est rare. Je dis pas que des trucs intelligents parfois. Ah, mais ça on le savait. Hein. Parce que nous on t'entend souvent en off. Donc, tu mets ta casquette de Vivien sérieux quand t'es à l'enregistrement, mais après tu l'enlèves assez rapidement. Ah, c'est vrai, il a vraiment une casquette avec écrit Vivien sérieux. C'est comme ça qu'il traduit les émotions pour les gens, parce Ouais. sinon il sait pas faire Vivien les sérieux, Vivien pas content. émotions. Vivien triste, Jackie content, Jackie Vivien pas content. Voilà. Donc première scène finie, première scène oubliée. Comme toi Olivier, moi j'avais complètement zappé cette première scène en revoyant le film. Je pensais que on allait commencer par Cillian à poil dans un lit d'hôpital. Bon, on va faire enfin, j'ai pas spécialement de plan pour aujourd'hui parce que Si t'avais la flemme. les plans qu'on avait mis en et les plans qu'on avait mis en place là ne peuvent pas être copiés, tout simplement parce que les personnages sont pas très importants, C'est vrai. mis à part Cillian, parce que leur évolution on la suit, mais ils ont pas d'archétype, ils sont enfin, c'est standard quoi. Donc on va faire tout simplement la découverte de Londres. La découverte de Longue, Olive, je t'en prie. Merci beaucoup. À moins que Kevin, t'avais Alors une idée. Vivien, je t'en prie, Bon Olive, je m'en prie. Oui, allons-y. c'est moi le patron. Donc Vivien, je t'écoute. Ah Et non, mais pour le coup, je sais pas si c'est un hommage qui a été rendu à 28 jours plus tard ou non, mais cette première scène d'un mec qui se réveille dans un hôpital après une pandémie, elle a été refaite plein de fois dans Tu vas y arriver. Walking Dead. Ouais.
Pour le coup, pour moi, c'est la même scène. Dans Resident Evil, la fin du 1, c'est la même scène. C'est toujours pareil. Ils se réveillent tous dans un hôpital ultra propre, ultra neuf. Il y a juste 2-3 papiers qui sont par terre et des chaises allongées. Mais sinon, on se demande si c'est pas une partie de cache-cache géante. Ah mais c'est vrai, t'as complètement raison. Hein. Et le réveil de Kylian en fait à l'hôpital, il a encore une perf. On se demande même comment il a fait pour survivre en fait, hein, parce que on sait pas depuis combien. Il est là depuis au moins 28 jours. Il est là suite à un accident on sait pas de vélo ou de voiture, roue, je crois. C'est carrément de voiture. Non, je pense que il était coursier, donc soit vélo, soit scooter, je pense. Ça. Et il se fait tamponner par une bagnole. Voilà, ça ce n'est pas montré, mais c'est expliqué plus tard par Kylian. Donc il se réveille, il a du mal à marcher, mais il arrive très vite, alors qu'il est resté alité pendant 28 jours au minimum. Avec une seule perf. Avec une seule perf qui doit être bien sèche, un peu comme lui. Hein. Kylian est très maigre dans ce métrage. Heureusement, quelqu'un avait glissé la clé de sa chambre qui était fermée à clé sous la porte de la chambre. Donc du coup, il a pu la ramasser et sortir de cette chambre. Je trouve ça vraiment intéressant comme élément de scénario. Le simple fait qu'une personne, sachant ce qui allait se passer dans le, on va dire, un infirmier ou quoi, sachant ce qui allait se passer, sachant que cette personne est dans un état de, pas de coma, enfin si, dans un état de coma, en plus dans un état de coma artificiel, lui glisser comme ça la clé en sachant qu'il allait pouvoir se réveiller et ne pas pouvoir sortir si on lui donnait pas la clé, je trouve ça, enfin je sais pas, ça me fait croire en l'univers en fait. En l'humanité. L'univers c'est grand. Non, la clé pas tombée. Après ça peut aussi être interprété comme wow, le bol quand même, c'est incroyable. Bref, il sort, il découvre un hôpital en bordel mais propre. Hein, vraiment, il y a du sang nulle part. Il y a aucune trace d'émeute vraiment ou de bagarre. Mais il y a du désordre. Il y a du désordre, des chariots sont renversés, etc. Heureusement, le sponsor majoritaire du film, Pepsi, est là et va pouvoir se rafraîchir un petit peu et faire le plein de boissons sucrées, parce que il y a un distributeur qui est juste défoncé en fait. Donc voilà, il fait le plein dans un sac plastique et il sort. Et là, on va avoir le droit donc à beaucoup de plans panoramiques, toujours filmés en mini DV, donc en numérique. Le druide. Le fameux panoramique. Le druide. Voilà. Une image qui est saturée, beaucoup de grains, beaucoup de déformations en fait, dû à la façon de filmer. Beaucoup de plans panoramiques du coup de Londres, où on va voir Kylian souvent filmé de très loin, avancer sur le pont de Londres, tous les lieux mythiques, Oxford Street, Piccadilly Circus. Beaucoup de bordel, zéro tache de sang, pas de cadavre au sol, rien, mais énormément de bazar. On le voit flou, hein. Oui, on le voit flou. Mais c'est pour ça qu'il est habillé en vert, hein, je pense surtout. Hein. Oui, c'est pour qu'il soit visible. En fait, si je peux me permettre, toutes ces scènes, du moins à Londres, parce qu'après ça va changer, sont complètement surexposées. Comme tu l'as dit, elles sont saturées. C'est pour ça d'ailleurs que du coup, oui, il est en blouse bleue d'hôpital, c'est pour le voir, le repérer sur les scènes. Mais elles mettent aussi en œuvre quelque chose en fait qui va rester jusqu'à la fin du film, du moins jusqu'à tout le long du deuxième acte. C'est les décors démesurés. On n'arrive pas on arrive à situer le personnage, mais le décor, on a autant l'impression que c'est une maquette que quelque chose de gigantesque, et on n'arrive jamais à donner une vraie échelle aux choses, parce que tous les plans sont faits pour tromper l'œil, pour te dire il est là, mais en fait là c'est autre part. Enfin, c'est ça, et c'est souvent il y a beaucoup d'axes débulés aussi. C'est filmé vraiment de très haut, ou la caméra limite posée sur le sol pour avoir des contre-plongées. Enfin voilà, c'est très halluciné comme première scène, et on découvre vraiment un Londres vide. Mais vide de tout, hein. À part des déchets par terre, il y a vraiment ce que je disais juste avant, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien, jusqu'à ce qu'il arrive à un tableau, je crois que c'est sur Piccadilly, un panneau de petites annonces en fait, avec les portées disparues, etc. Des annonces du type « Avez-vous vu Michel je l'ai perdu ». Voilà. Enfin, il ramasse de l'argent, Charlie. Étonnamment, parce qu'il y a il trouve plein de livres de billets par terre. Il les ramasse parce que c'est bien quand même l'argent. De l'argent ou des livres, Olivier. C'est les deux en fait. Hein, le livre sterling, c'est l'argent local. Ah. Ouais. Mais merci de me reprendre, Kevin. Merci, boss. Merci. ça bosse. Parce que c'est le boss pour 2 épisodes. Ah, mais c'est pour ça, mais j'avais pas compris. Et à force de... Donc là, il avait enlevé sa casquette.
À force de pérégrination et de temps qui passe, parce que le soleil, lui, avance et la nuit va arriver, il va se retrouver dans une église. Et c'est là que nous, spectateurs, on va être confrontés, comme lui, pour la première fois, à ces contaminés. Au-delà de la première scène qui est oubliable et oubliée, du coup. Non, mais pour revenir à ce que disait Vivien, tout simplement, c'est une métaphore par rapport à sa psyché à lui. Le fait d'être tout seul dans un lieu aussi grand, ça montre à quel point il est tout seul. Eh mais c'est moi, on est en train de faire un épisode super intelligent, là. Ouais, tous ces plans où surexposés qui peuvent faire penser même parfois même à du rotoscoping. Il y a des plans qui sont pratiquement du rotoscoping. Je crois qu'il y a même un plan qui est rotoscopé, si ça se dit. Ça permet aussi de montrer à quel point il est désorienté, en fait, tout simplement. Oui. Il est seul, comme t'as dit Kev, il est désorienté avec toutes ces caméras qui sont de travers. On n'aura pratiquement jamais la caméra droite, en fait. Et ces lumières surexposées, non, c'est vraiment très intéressant, en fait, la façon dont cette première partie et même la seconde partie du film va être filmée, en fait. Avec ce grain, toujours. Ouais, c'est ça. En fait, quand les différents personnages qu'on va voir, on va surtout ressentir leur psyché, leur état émotionnel, plus que leur physique ou quoi. Je trouve que les scènes et tout ce qui se passe représentent plus ce qu'ils ont dans la tête et comment ils le vivent qu'autre chose. Je suis assez d'accord. Et juste, je vous ai perdu à psyché. Non, c'est ça. Moi, je réfléchissais à psyché. Juste pour revenir sur ce que disait aussi Vivien et avec cette façon de filmer, en fait, c'est très symptomatique du genre d'avoir la caméra de travers dans ce qu'on appelle un plan débulé. C'est la caméra qui filme quelque chose, mais de travers, ce qui donne un sentiment d'inconfort en fait pour le visionnage. Il en abuse Boyle pendant en tout cas toute la première partie du film, tout ce qui se passe à Londres, et c'est ce qui lui donne ce côté. Ils sont jamais en sécurité nulle part en fait, et on va vite le comprendre dès que Killian va être confronté aux contaminés et être récupéré par Selena et son acolyte. Du coup, je peux aller dans l'église ? Pourquoi tu veux aller dans une église ? Oui, tu vas pouvoir y aller. Vas-y. Killian va dans une église. On dirait le début du blind, un peu nul, mais c'est vrai. Ce qu'on sait, c'est que depuis le début du film, il cherche des gens. Il voit qu'il est. Il va où ? Killian va dans une église. Ce qu'on sait, c'est que depuis le début du film, il cherche des gens en disant hello, hello, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tout ça. Mais il le dit donc où, dans ça cette église, alors Killian va dans une église. Waouh. Il va entrer dans l'église. Il va voir donc un amas de personnes qui semblent mortes en fait, tout simplement. Ce qui contraste totalement avec les rues vides qu'on avait tout à l'heure. Et là, on a, je crois, un des jumpscares les plus effrayants que j'ai eu à voir. Je vais vous le spoiler, attention. Killian va donc regarder ces gens, va dire hello, wow, y a-t-il quelqu'un ici ? Je vais le dire en français. Et là, il y a deux têtes qui se retournent en mode super agité, super réactif, tout ça. On voit bien que c'est... Hein ? T'as jumpscaré ouais, là ? Jumpscaré là. Et donc ensuite, Killian... Gilles ? Non, Killian. Donc Killian est dans une église. Et ensuite, il va donc prendre peur un peu. Il va entendre des coups à côté. Il va voir le pasteur, le gentil père, qui va sortir, qui va avoir une démarche de zombie, qui va avancer vers Killian, qui lui est en mode mais non, qu'est-ce que vous voulez, arrêtez, comment vous allez, tout ça. Puis il va lui mettre un gros coup de sac de canette Pepsi dans la gueule. Il le met KO, le type il saigne des yeux, il est démonté et il dit oh désolé, je voulais pas faire ça, j'aurais pas dû faire ça, et Killian s'enfuit. Et moi je l'ai applaudi. Et c'est très bonne réaction. Donc Killian court derrière lui, il y a deux zombies. Toujours dans l'église ou pas? Non, Killian est dans une église. Killian n'est plus dans l'église. Ah. Là, il y a deux zombies qui lui courent après. Alors deux, pourquoi, d'où ils sortent, je sais pas, parce que l'église était fermée par une grille en fait. Et du coup, ces deux-là, ils viennent d'où? Enfin, c'est pas expliqué. On s'en fout partout, en fait. C'est pas vraiment. Voilà, ils viennent de partout. De tout partout, parce que oui. De tout partout. C'est mignon. D'Allemagne. Non, la menace vient toujours d'Allemagne. Et oui. Et alors juste une chose, on ne parle pas de zombies, mais de contaminés. De contaminés, oui, pardon. D'infectés, donc de zombies. Non, c'est pas des zombies en vrai. C'est vrai que c'est pas des zombies. Ils sont pas morts. Deux contaminés vont pourchasser Killian. Killian va appeler à l'aide, courir très vite, et va rencontrer Selena et Hank.
Hank. Frank. Frank, c'est le papa de Anna. Ah oui, putain, c'est pareil. Ils pouvaient pas... Il y a 4 personnages dans ce film. Ils pouvaient pas choisir des noms qui se ressemblent pas. Kylian va En même rencontrer temps, pour la Selena durée de vie de et Hank. qui balance des cocktails Molotov sur les zombards. Non, sur les contaminés. Ils vont se cacher, Hank va faire exploser la station-service, gros boom, wahou! Et ensuite ils vont se cacher dans un, je sais pas, une supérette d'un métro. Genre un monop. Et il va donc apprendre ce qui s'est passé, parce qu'ils vont lui expliquer que c'est la merde, il y a eu une contamination, et tes parents sont morts, frérot, hein, cherche pas. Et Hank, il lui explique qu'il y a des règles à respecter. La première règle, On c'est... ne parle pas de Fight Club. Non. Exactement. Et la deuxième règle, On ne parle toujours pas du Fight Club. Alors, et on tape pas en dessous de la ceinture. la première règle, c'est quoi? On ne sort que le jour, c'est ça, je crois, un truc comme ça? Non, on ne sort jamais seul, sauf obligation. Ouais, du coup ils vont Et on jamais ne sort sortir de jour. toujours de jour, sauf obligation. Sauf obligation. Et mais si, ils vont toujours sortir de jour. Mais le mais jour, il va y avance. avoir une galère, ils vont toujours devoir dormir sur place. Le jour, il est pas. Il est, au bout d'un moment, le jour, il se termine en nuit, quoi. Donc, oui, il leur arrive à chaque fois une galère qui les immobilise C'est un moment. C'est vrai, Olivier. Ouais, je sais. Heureusement que t'es là. Je sais qu'après le jour vient la nuit. C'est parce que le soleil il tourne autour de la Terre, du coup ça fait nuit. Qui est plate. Et le soleil tourne autour de la Terre. Tu savais pas? Oh la vache. Ah, tu peux utiliser psyché, tout ça, hein. Regarde le débile, là. Alors c'est moi qui utilise. Alors c'est moi qui utilise. Oui, mais toi, t'essayes de relever le Il niveau. a enlevé sa Ah, casquette. c'est vrai. Il a enlevé sa casquette. Il a mis casquette Vivien Drôle. Ah, pardon. J'ai la dalle. Voilà. ok. En plus il bouffe. Le mec il a aucun respect. Mais tu comprends. Oui, mais respecte les gens qui nous écoutent, toi aussi. Mais tu comprends, depuis tout à l'heure, j'en mange, j'essaie de faire Grave, le moins parce de que bruit ça possible, sera et pas une chips, coupé, regarde. Tu prends une chips et ça fait ce bruit-là dans le micro. Ah bah vous entendez pas. Le moins de bruit possible. Non. Attends, je finis de manger mes chips. Et donc il va voir ses parents. Ils sont morts en slip. Avec un C'est petit mot, une avec belle un petit mot à son égard. Hein, si jamais, Ouais. ils espèrent qu'il ne se réveillera pas. On en est fait. parti te rejoindre dans le. Ouais, on est parti te rejoindre dans le sommeil, mais. Bah oui, Fait parce que que s'il tu lit, te c'est réveilles. Ok, donc du coup, c'est raté. Et on va pas commencer à expliquer toutes les scènes parce que ça va être Tout à long. fait. Et un peu chiant parce que c'est un film à voir plus qu'à en Il est écouter. très, très Ou sinon, sensoriel on devrait comme faire film. de l'audio-description. Et ça serait assez marrant, je pense. Peut-être un jour, nouveau concept. Oh oui, ça serait ouf. Et Tu sais quoi, laisse-le manger. Laisse-le manger, viens à Doudou. On fait un truc tous les deux, là, continue. Donc, où tu veux en venir? je veux en venir tout simplement que quand tu es contaminé, la seule chose à faire, c'est de te niquer. Parce que ils sont donc chez les parents de Kylian, ou chez lui, il avait l'air d'y vivre aussi parce qu'il avait sa chambre. Il va se faire attaquer par des infectés du toit et de la fenêtre, tant qu'à faire. Selena et Hank vont tenter de l'aider, ils vont les niquer. Hank se fait couper et donc son sang a touché le sang d'un infecté. On sent qu'il est... Enfin, il va partir, ça se voit à ses yeux. Selena lui éclate sa race. Elle l'éclate. Et elle lui explique, là, à ce moment-là, que dans le regard de quelqu'un qui va se faire infecter, on voit. Et à ce moment-là, tu sens que Selena... Faut pas la faire chier. Faut pas Non, rigoler. faut pas la faire chier. Et donc, comme lui dit Kylian, elle lui fait ouais, le sang infecté et tout machin. Ouais, il suffit de pas le toucher avec sa langue s'en ou est pris ses yeux patate ou de sang. n'importe quel pore de ta peau. Ce qui est égal à toute ta peau. Voilà, c'est ça en vrai. Donc C'est là, quand même c'est un peu. C'est vrai que c'est un peu raté, de fait. C'est un peu dommage. On va dire on l'accepte Mais en fait. c'est pas au grave, final. on va dire que le film a instauré des règles. Oui, ça a été il y a des règles qui ont été instaurées au début, que l'autre il a dit il fallait pas que ce soit un contact avec le sang ou une morsure. On va être là un peu large, on va dire ok, on valide. Parce que même quand Selena matraque Hank, sinon, ouais. bon, bah, elle a refait les Elle murs refait, quand même. ouais. Ah oui, Donc, ah oui, si, oui. Si contamination par les pores il y avait, contaminée, elle serait. Et là, il décide donc de partir, de faire une petite balade entre deux. Petite balade en amoureux. Avec un ciel On ultra est sur jaune. de la surexposition toujours parce qu'on reste dans Londres. Ah oui. Oui, mais un ciel très jaune. Et
qu'est-ce qu'ils voient-ils pas au loin? Des guirlandes de Noël qui illuminent un balcon sur un immeuble très très loin de là où ils se trouvent. Et ils se disent... Il y a de la vie là-bas. Les personnes qui vont rencontrer Frank et Anna, en fait, en arrivant au pied de leur immeuble et après avoir échappé à des contaminés, bon, bref, de toute façon, ça va être que ça. Hein. Tout le film c'est basé là-dessus. Hein. On a un objectif, on va à l'objectif, il y a des contaminés, on s'en sort ou pas, jusqu'au prochain objectif, etc. C'est des personnages qui sont hyper attachants, en fait. C'est vraiment, si on devait leur donner un rôle ou une fonction, c'est la vie. Ces personnages, pour moi, représentent vraiment la vie, en fait, dans un monde pourri comme il nous est présenté. Frank et Anna. Je sais pas comment vous avez vécu ces deux personnages-là. En fait, Frank et Anna pour moi c'est le père et ça la en fait. fille, oui, C'était donc Frank et la Anna. vie, c'était la vie avant, mais surtout pas comme c'est précisé dans le film en fait, c'est pas la vie de survivant, c'est la vie de vivant quoi. Non mais c'est la vie et l'espoir. Alors, l'espoir peut-être pas. Ah si, l'espoir parce que c'est eux qui vont leur demander de partir, d'aller dans ce camp cet qui espoir-là, serait ouais. tenu par des militaires. Tu sens là où Selena est très détachée dans le mode où ouais, la vie c'est pourri. Elle, c'est une on survivaliste, en fait. Ouais, C'est- on voilà. fait que survivre. Là où Frank, lui, est vraiment dans un côté du on est là, je mets les guirlandes pour retrouver d'autres personnes et lui aussi faire son exode. C'est lui qui a l'outil de leur escape aussi. Hein. C'est lui qui a l'outil Oui. parce qu'il a la voiture. C'est ça. Et tu vois qu'il a essayé de garder un semblant de vie normale parce que quand il emmène Kylian sur le toit, il fait même la réflexion il a mis plein de seaux en fait sur le toit pour qu'il se remplisse d'eau. Et ça fait 10 jours que ça a pas plu à Londres. Autre chose qui fait penser qui instaure cette idée que Frank et Anna c'est l'espoir, c'est que bon, Frank a l'outil qui va leur permettre de quitter Londres, c'est la voiture, mais il a aussi l'outil qui va déclencher leur envie de quitter Londres, c'est qu'il a une radio. Et là, c'est la première fois que Selena et bon Jim c'est sûr vont entendre le message du 42e barrage. Exactement. En plus, Anna leur fait une réflexion du genre il n'y a pas que vous deux qui pouvez nous aider, mais il y a nous deux qui pouvons vous aider aussi. C'est du Donc donnant-donnant. c'est de l'entraide. En gros, elle dit qu'on peut tous s'entraider en fait. On Voilà. a tous quelque chose à s'apporter. Et en étant plusieurs, on est plus fort. Un truc que j'ai pas trop aimé à propos d'Anna, c'est que Anna représente un peu l'enfant, le nouveau mode de pensée par rapport à une situation dont on ne penserait pas vivre, j'ai envie de dire. Sauf que je la trouve, je sais pas quel âge elle est censée avoir, mais je la trouve très très mature dans un sens scénaristique en fait. C'est vraiment le personnage qui pour moi pue le plus le jeu d'acteur, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple dans le fait que... Elle joue très mal. Ouais voilà, c'est peut-être ça, mais... Anna, t'as l'impression que c'est un flanc, vraiment, et de temps en temps tu lui envoies des petites décharges. Elle est monolithique en fait quand elle joue. Alors c'est peut-être dû à la situation, et c'est comme ça qu'elle a été dirigée, et pourquoi pas. Hein. Chez moi, voilà, ça n'a pas fonctionné. Son jeu, en tout cas son interprétation du personnage d'Anna n'a pas fonctionné. Anna, c'est le contraste avec Frank, et Frank pour le coup joue très bien. Franck est toujours enjoué, c'est pour ça quand je disais tout à l'heure la vie, je pensais même pas spécialement à Anna. Franck, c'est le daron en fait. C'est le père de famille. Lui, ce qu'il veut, c'est partir, retrouver l'herbe verte et aller voir si l'herbe, encore une fois, est meilleure ailleurs et quitter cet endroit pourri C'est pour ça. sa gamine. Ils t'en font un personnage, bah oui, qui trouve de la joie de vivre dans les petits moments. en fait. C'est certainement le personnage le plus humain. Oui, c'est ça. On va sauter un petit passage, donc je vais la faire rapide. Ils décident de quitter Londres, prennent le taxi donc de Frank, qui fait 2-3 blagues, espèces ou cartes. Voilà, ils essaient d'étendre l'atmosphère, ils font des petites emplettes, chacun achète un peu ce qu'il veut. Achète. Enfin, se achète. serve. Ouais. Prend Voilà. ce qu'il veut. Et Frank, lui, prend 5 bouteilles de whisky, Bah, parce qu'on parce que sait c'est un jamais. daron. Et bon, il y a du bon whisky. Voilà, Ouais. faudrait pas qu'il pourrisse. Quoi. Et puis à un moment donné, il en avait marre de la liqueur de menthe, enfin la crème de menthe de sa femme. Et à un moment donné, donc pour sortir de Londres, ils ont 2 choix. Le premier choix, c'est de faire confiance à Vivien et de passer sous un tunnel. Le deuxième choix, c'est de faire confiance à Olivier et Kevin et faire le chemin un peu plus long, mais ne jamais Pourquoi passer faire confiance à Vivien ? sous le tunnel. Ils ont préféré... Est-ce qu'on reparle de la voiture Parce que que- t'as bloquée dans la boue, Vivien, ou est-ce qu'on oublie ce passage et qu'on avance dans le film? Voilà. Donc, ils ont vu Vivien casquette sérieux. Ils se sont dit, on va faire plaisir, on y va. Kylian dit, non, 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 ça pue du cul. Ils y vont. Ils se pensent dans un espèce de rallye, je sais pas trop. de montagne russe. Ils font des trucs, ils s'éclatent, ils rigolent. Qu'est-ce qui se passe-t-il pas, Paf, Olivier ? un pneu qui crève.
Parce que c'est normal. Voilà, ils roulaient par-dessus les voitures. C'est-à-dire qu'ils ont fait du rodéo. Bon, déjà, on se demande un peu. Bon, ils ont réussi à monter sur le toit des voitures qui étaient entassées dans le tunnel et ils roulent sur les voitures. Et bon, bah évidemment, à la fin de cet amas de voitures, quand ils redescendent, même si un taxi anglais c'est très résistant, ben ça réatterrit mal et ils crèvent. Ils se décident à changer le pneu de la voiture parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. En plus, ils sont vraiment, on voit la lumière de sortie du tunnel. Ils sont pas très loin. Ils commencent à changer le pneu. Est-ce que c'est une métaphore de la mort? Tout à fait, tout à fait. Le bout du tunnel n'est plus très loin. Malheureusement, parce que rien ne peut se passer normalement, hein, évidemment, une flopée de rats leur passe devant et Selena fait la réflexion du « les rats fuient les contaminés ». Et évidemment, les contaminés après vont débarquer, grosse scène de tension, et je mets des guillemets avec mes mains, mais vous ne le voyez pas, pour faire tension. Ils soulèvent la voiture à main nue à plusieurs pour que Anna puisse démonter la roue, remonter en voiture, partir en faisant des doigts d'honneur, en faisant « wouhouhouhou » et ils ne sont pas touchés par les contaminés. Cette scène, pour moi, ne fonctionne pas. Ah ouais? Elle n'a absolument pas fonctionné sur moi. La tension, elle est ridicule. Parce Non, que mais c'est une scène comique. je sais pas pourquoi. Et même au ciné, hein, quand j'ai été le voir au cinéma. Alors arrête avec les scènes comiques tout le temps. Là, je pense que c'est pas du comique qui voulait induire dedans. Il y a une vraie tension. Tu sens les intentions de réalisation pour intégrer de la tension à la scène. Encore une fois, il fait sombre, c'est débulé. Il y a énormément de cuts. Enfin, tout est fait pour que ça amène de la tension. Mais à quel moment tu t'inquiètes? Enfin, voilà, ils sont tous les quatre, ils vont tous les quatre s'en sortir. Ils viennent de se rencontrer. C'est pas maintenant qu'il y en a un qui va mourir ou que le groupe. J'ai envie de dire, la tension, Ouais, c'est exactement pas ça. forcément savoir à l'avance qu'il va arriver quelque chose ou non à un personnage. Genre, le fait de s'inquiéter, c'est pas ça. On s'inquiète, même si on sait que les personnages vont survivre parce que c'est les personnages principaux. On s'inquiète quand même parce que si on est suffisamment dans le film, on oublie le fait que ce soit un scénario et que donc ces personnages doivent survivre. Si on est suffisamment dans le film, alors, en effet, bon bah voilà, on sait qu'ils vont survivre quand même, mais on a quelque chose qui nous fait dire, punaise quand même, il y a des zombies qui se rapprochent, eux ils galèrent à remonter le pneu, enfin tu vois, tout ça. Moi c'est quelque chose que dans un film auquel je suis aussi bien intégré que 28 jours plus tard, bah je le vois, je le ressens, mais honnêtement ça me passe au-dessus, tu vois. Genre je me dis juste, putain c'est trop cool la façon dont ils font venir les zombies avec l'ombre, parce que genre on a l'impression qu'ils sont super proches, et en fait non, et en fait ils sont pas beaucoup, mais en fait ils sont nombreux, enfin je vois juste ça en fait. Moi, c'est marrant parce que cette scène, pour moi, cette scène, elle m'a fait vivre l'effet Brad Pitt en fait. Elle n'a pas du tout fonctionné. Alors, est-ce que je peux mettre en lien avec une autre scène qui, pour le coup, la tension fonctionne très bien. La scène de la cage d'escalier. Alors là, pour moi, ça a pas fonctionné du tout. Quand ils vont rencontrer Frank et Anna, oui, on les voit monter, ça cut énormément, on voit les infectés qui galopent. Et bah, dans cette scène-là, je trouve que c'est bien mieux réussi. Et bah pas moi, je trouve que là, j'ai rien ressenti en termes de tension. Parce que je me suis dit, le mec qui est en armure, il va se faire niquer. Ah bah pas moi du tout. Hein. Pour moi, le mec qui était en armure, c'était un PNJ, tu vois. T'as une tension qui est amenée, certes, artificiellement, parce qu'on sait tous que Anna va le laisser rentrer à un moment donné, mais je trouve qu'elle fonctionne mieux que dans le tunnel. Qu'est-ce qui provoque la tension chez toi dans la scène du parce que refus déjà, d'Anna d'ouvrir, tu vois etc. que Hank, il est tout seul, il y en a 3-4 qui arrivent sur lui, tu te Deux. dis, bon, il a beau être en armure, non, il y en a 3. Tu te dis, il a beau être très fort, il y a peut-être moyen qu'il flanche. Bon, il flanche pas parce que c'est Frank, mais voilà. Qu'est-ce que t'avais un plan ou pas, Kev? Ou alors je peux aller direct à ma scène préférée parce que je l'aime beaucoup. Dis-moi laquelle c'est pour pas qu'on la fasse. Alors, genre j'ai plusieurs scènes préférées. J'ai la scène Roy Batty, qui est plus une séquence, et j'ai la scène dans le champ, enfin pas dans le champ, mais genre dans les ruines où Selena fait un petit kiss sur la Où il joue passe la nuit. de Cillian Murphy. Je trouve cette scène trop mignonne, quoi. Juste, elle me fait sourire de bonheur. Et je pense que c'est Ouais. exactement le but Moi, de je cette trouve scène. hors de propos. Waouh, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Non, mais moi, je trouve, je la trouve pas super, moi. Certes, c'est Laquelle dans, De quoi on parle? mais le bisou, je trouve pas ça. Ah. Même si c'est un moment où c'est joyeux parce qu'ils font leur petit pique-nique, il fait jour, il y a du soleil, on n'a pas l'impression d'être en Angleterre, tout ce genre de choses. Je sais pas. Moi, je trouve pas Comment ça. ça, on n'a enfin, pas l'impression d'être en Angleterre parce qu'il pleut pas? Bah oui, déjà. Et, L'herbe est verte, il fait gris quoi. mec, ça fait 10 jours qu'il a pas plu. Ouais,
à d'autres. Hein. Bon, c'est parce qu'on est dans un film. Hein, Ça a mais, été tourné à Tourcoing, en fait, c'est tout. Bah ouais. Non, mais en fait, ce qui me fait adorer cette scène, je pense, c'est aussi la bouille de Naomi Harris, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, sa bouille, elle a une tête trop mignonne et on dirait des enfants dans cette scène, tu vois, un enfant qui va voler pour la première fois depuis. Pour la première fois depuis X jours pour les survivants et bon pour Kylian c'est à part, mais il voit quelque chose de beau déjà. Enfin ils sont en pleine nature, il voit passer des chevaux et c'est la première fois que Selena en fait quand elle va lui faire ce petit bisou sur la joue à Kylian, elle se décrispe un peu. Ouais. Donc c'est une scène qui est juste là pour, tu sais, à un moment donné te dire respire, pose-toi parce que c'est la dernière fois que tu respires avant la fin du film. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je trouve ça juste trop mignon, la tête de Naomi Harris, le charisme de Cillian Murphy et son jeu, genre... Moi, je vois deux gamins, parce que c'est deux gamins, qui regardent un spectacle magnifique qui est le père et la fille qui jouent ensemble, Frank et Anna, qui ressentent de l'espoir. Là, pour moi, c'est là l'espoir. C'est dans cette scène-là qu'on a l'espoir, qu'on a la joie, qu'on a à vivre, en fait. C'est cette scène-là. Et on a ce petit smack qui vient rajouter, genre, vraiment le côté, on est des enfants, et juste pour cette scène, pose-toi et juste enjoy, quoi. Et comme je disais, c'est la dernière fois que tu vas pouvoir te dire ah c'est bien quand même. Ouais. Ils sont bien quand même, Ouais. ils sont bien. Parce que après le film va rentrer dans son acte 3 pour ainsi dire. Oui, acte 3 c'est de ça. toute façon. Et on va comprendre que finalement toute cette histoire de moi c'est mon ressenti. Hein. Les contaminés sont la plus grosse menace, enfin c'est la menace du film de manière générale, mais au final, quand ils arrivent au barrage 42, qui sont récupérés par les soldats qui sont là, qui vont les emmener dans leur château, leur proposer encore une fois de la vie, ils ont de l'eau chaude, une douche, de quoi bouffer, etc. On va vite comprendre que la plus grande menace, c'est l'humain, pour le petit groupe d'individus qui sont les survivants qu'on suit depuis En fait, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui vois ça comme ça. Je pense que c'est fait exprès en grosse partie. Mais à partir du moment où j'ai vu que il y avait que des mecs et que le gars qui gérait c'était le futur docteur, pour moi, Anna et Selena n'avaient pas un futur formidable, si je peux dire ça comme ça. À l'instant où j'ai vu Eccleston, grosse ambiance. je savais qu'elles allaient se faire violer. Est-ce que je peux parler de ma scène préférée très rapidement? Elle est très courte. Merci. Moi, ce que j'aime bien, moi, elle me fait trembler cette scène. Et pour le coup, même si tu la sens venir, voilà, quand ils arrivent au barrage 42, ils se rendent compte que il y a personne. Les forces militaires sont plus là. C'est un endroit abandonné. Et Frank, il avait vraiment mis énormément d'espoir dans la récupération par des militaires, la solution au virus, etc. C'est le message qui était diffusé sur les ondes radio. Et la seule fois de tout le film où on va voir Frank en colère, parce que ils sont arrivés à leur destination et au final, il n'y a rien, c'était du vent, en tout cas, de prime abord, c'est ça. La seule fois où il est en colère, il y a une goutte de sang qui va malencontreusement tomber d'un corbeau ou d'un cadavre en décomposition en hauteur, quelque part en hauteur. Elle tombe pile dans son œil. Bon, pour le coup, pas de bol, j'avoue. Et en moins de 20 secondes, ça devient lui aussi un contaminé. Il repousse avant, il le sait qu'il est contaminé et qu'il est condamné. Il a très peu de temps pour aller vaguement voir le groupe, repousser sa fille en lui disant juste avant, tu sais que je t'aime, machin. Mais non, mais reste loin, viens pas. Et il se fait descendre par les militaires qui étaient là. En fait, ils étaient là depuis le début, ils étaient juste cachés parce que c'était, comme a dit Kevin, un cache-cache géant. Et après, les militaires vont emmener les 3 survivants restants à leur camp. La mort de Frank, moi, pour le coup, elle m'a vraiment énormément touché. La première fois au ciné. Maintenant, un peu moins parce que je sais ce qui va se passer, mais tout cet ensemble, en fait, jusqu'à arriver à son propre climax, à lui, sa mort, fonctionne hyper bien. Il n'y a que 2 trucs qui me touchent dans cette scène. C'est avant qu'il se fasse infecter, il gueule sur 16 enfants en fait. Quand je dis 16 enfants, c'est Anna, Kylian et Selena. Enfin, Anna, Jim et Selena. Il gueule dessus. Là, j'ai ressenti vraiment, c'est comme un père qui gueule sur ses enfants alors que depuis le début, il est heureux et il n'a jamais crié, il n'a jamais été fâché, on va dire. C'est comme quand tu fais crier quelqu'un que t'aimes bien, tu vois. Ça te rend pas bien. Là, c'est pareil. Et le deuxième truc, c'est pendant la scène où tu dis, en effet, juste le je t'aime. Tu sais que je t'aime. Quand il dit ça à Anna. Au début, tu te dis peut-être qu'il est pas au courant, peut-être qu'il se dit non, mais ça va aller. Au moment où il dit tu sais que je t'aime, calmement en plus, tu sais qu'il va qu'il est contaminé, quoi. Et là c'est à ce moment-là où j'étais pas trac.
Non, je suis d'accord, elle fonctionne bien cette scène aussi. Oui. Elle est, moi je la trouve jolie, hein, elle est jolie. Toi, Kev, ta Non, et scène puis tu préférée? attends pas, j'ai pas de scène préférée dans ce film. Ah. J'ai pas de scène qui me marque plus qu'une autre. J'ai des scènes qui sont sympas, mais non, j'ai pas de scène préférée pour le coup. Mais donc ils vont arriver chez les militaires dans l'espèce de manoir. Il va y avoir le tour du propriétaire. Et là, on s'y attend pas vraiment pour le coup. Dès que tu les vois les militaires, tu sens que c'est pas des mecs très équilibrés. Et il va faire le tour du propriétaire. Tu vas non mais tu le sens déjà. Tu les vois les mecs, ils sont l'autre avec son espèce de chapka, celui qui a une tenue, tu sais, enfin qui a un tablier. Waouh, tu Ils sens. sont ridicules. Ouais, tu sens qu'ils sont bien quoi. Et là où je m'y attendais pas spécialement, c'est l'ouverture quand il fait visiter à Jim, donc le manoir. Ils ouvrent la porte de l'arrière-cour. Et là, tu entends un bruit de chaîne, tu vois un infecté qui court, qui claque. Et t'as là où le major explique que s'ils l'ont pris, c'est parce qu'au départ, ils voulaient faire des tests sur cet infecté et savoir combien de temps mettait un infecté à mourir de faim. Et en soi, c'est une bonne question. Et non mais son postulat est intelligent au colonel de voir combien de temps allait pouvoir survivre sans rien contaminer pour savoir au bout de combien de temps ils allaient pouvoir peut-être reprendre le dessus, en tout cas sur la région ou sur quelque chose. C'est intelligent. Ah oui, pour le coup, oui. C'est une question à laquelle le film va répondre. Parce que à un moment, on voit des infectés, tu vois, ils sont pas bien. Et au minimum, enfin non, minimum, maximum, enfin bref. Soit ils ont mangé très récemment, ou plus ou moins récemment, en tout cas dans les 28 derniers jours, plus les jours dans le film, les jours qu'on peut compter dans le film, ils n'ont rien mangé. Et donc là, on sait qu'en à peu près un mois et demi, les infectés meurent de faim. Je suis pas d'accord. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Je l'ai lu comme étant ils peuvent mourir de faim. C'est ça. Parce que finalement, ils se nourrissent pas. Oui, déjà, oui. Enfin, on les voit pas manger. On les voit pas. C'est pas des zombies Ouais, qui vont devoir bouffer de la chair humaine, c'est des contaminés. Ouais, au mieux, enfin, on en voit qui mordent, mais la plupart du temps, ils vomissent sur le mec. Hein. Oui, non, mais ils savent pas se nourrir. La seule façon de se nourrir, on va dire, ça doit être... Ah, je vois. Ouais, on voit là où dans les trucs de zombies, on voit que les mecs s'agglutinent sur un personnage et le croquent. Là, on n'a pas ça. Bah si, quand même, le militaire qui se fait bouffer dans la cuisine, il s'est fait bouffer. Hein. Par justement un des zombies affamés. Il se fait mordre. Il se fait mordre et peut-être que je sais plus quel Il se fait violemment déchiqueter. parce que les mecs sont enragés en fait. Et c'est là la grosse différence entre les zombies, la définition on va dire du zombie, c'est une personne morte qui se relève, qui est décérébrée et qui n'a que pour but en errant dans le lieu où il se trouve de se nourrir de chair humaine ou de cerveau selon les circonstances. Mais c'est un personnage décérébré qui est la plupart du temps assez lent et qui ne vit que pour bouffer de la chair humaine ou de la chair vivante. C'est ce qui permet de le maintenir en vie. Là, les contaminés sont enragés, donc ils pètent une pile et ils vont taper sur tout ce qui bouge. Et c'est encore vachement mieux mis en image dans la suite, 28 semaines plus tard, où vraiment tu vois qu'il y a des personnes... Ils sont déchaînés en fait, mais ils n'ont pas de but, à part taper sur tout ce qui bouge dès qu'ils voient ou entendent quelque chose. Mais se nourrir... Bah, ils attaquent des trucs vivants. C'est ça, mais se nourrir ou autre, ça leur passe complètement au-dessus. Parce que C'est comme ça que ça nous est présenté. Ouais, et un truc tout con, quand les rats se sauvent des infectés, tu sais même pas si les infectés n'attaquent pas aussi les rats, les chiens, les chats, enfin... Tout ce qui bouge, t'as l'impression qu'ils foncent dessus. Mais c'est ça, c'est tout ce qui va faire du bruit, mais il n'y a pas de but de tiens, je vais les attraper pour me nourrir. Il n'y a pas cette réflexion-là, c'est juste, t'es enragé en fait, du coup, tu vas massacrer tout ce que tu vas croiser. Et si c'est une poubelle qui tombe dans la rue, tu vas te jeter dessus, la défoncer et passer à autre En parlant de chose. ça, je trouve ça assez intéressant le fait que le film ne définisse pas de règles justement sur l'agressivité des zombies et la façon de les... pas des zombies, des infectés, pardon. Et la façon dont cette agressivité est activée. Si on voit des contagieux, wow, j'ai du mal, des infectés, des contagiés, non, j'y arriverai pas, des infectés, des contaminés, Achevez-moi, sérieux. on voit des contaminés qui ne bougent pas ou alors qui ne font rien, notamment dans l'église, il y en a qui ne font rien, qui sont juste là un peu en mode sieste.
Et en fait, C'est comme ouais, s'ils étaient en mode veille. le film, ouais, Quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'activité autour d'eux, tu sais, ils se mettent en mode veille. ouais. Et le film ne fait pas comme beaucoup d'autres films, notamment de zombies faits, du type les zombies sont soit voyants, soit ils entendent bien, soit tout ça. Non, en fait, on peut crier tout ça, il suffit juste de tomber sur le mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça le truc qui fait le danger. C'est pour ça que les personnages, en fait, étrangement, ils font beaucoup de bruit et tu te dis c'est bizarre dans un film comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a mis les règles sur le fait que les zombies, il faut être calme, faut être discret, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça intéressant que le film ne mette pas ces règles, mais en même temps, je crois que ces règles sont venues un peu plus tard. Non, les seules règles qu'on nous expose vaguement, c'est qu'ils sont réactifs au bruit, qu'ils sont plutôt léthargiques le jour et qu'ils sortent la nuit. Et puis après, le mode de contamination, et c'est à peu près tout. Et encore, le côté léthargique la nuit, c'est balancé comme ça au moment où ils exposent les règles quand Killian se fait récupérer par Selena et Hank. Mais c'est tout, on t'en parle pas plus. En fait, le seul moment où on va en parler sans dire des mots, juste en te le montrant, parce qu'on est au cinéma quand même, c'est quand la nuit va tomber au château, enfin dans le domaine, et que là, les zombies vont venir attaquer le domaine, on va dire. Mais en même temps, ils attaquent parce que le jour, ils vont pas différencier une lumière allumée d'une lumière pas allumée. Alors que la nuit, si. C'est peut-être pour ça aussi. C'est pas parce que c'est la nuit, c'est parce qu'ils voient quelque chose d'autre en fait la nuit. Ils voient de la lumière qui bouge. Donc le Major explique à Jim que en gros Jim a deux choix, soit il laisse les femmes être des objets sexuels utilisées et violées par les militaires, soit il meurt. Mais les femmes auront le même traitement. Donc Jim n'est pas spécialement d'accord, il se fait enfermer dans une cave, un radiateur avec le sergent Farrell, qui est celui qui explique un peu que c'est le seul qui au premier abord tu te dis putain c'est le mec qui est le plus perché, et en fin de compte tu te dis c'est peut-être le mec qui est le moins perché dans tous les militaires. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti en revoyant, parce que les militaires je les avais un peu oubliés, enfin leur personnalité. Moi je me rappelle qu'ils étaient baisés, mais ça s'arrêtait là. Oui, il y avait un ressenti global sur, ils ont tous, je sais pourquoi, enfin je sais ce qu'ils attendent et ce qu'a promis le colonel, mais alors qui est qui et quelle est leur fonction à chacun et un peu leur personnalité, ça m'était un peu, c'était flou. Mais là en le revoyant, oui en effet, c'est le plus baisé au final qui a l'air finalement le plus moral. C'est ça. On va dire moral, voilà. Ils sont sortis à l'extérieur du manoir, le long d'un chemin, pour être abattus. Et on voit qu'il y a... c'est une espèce de fosse. Il y a plein de cadavres. Donc, tu te dis que les militaires, ils sont peut-être pas à leur coup d'essai. Peut-être pas, ouais. Farrell se fait abattre. Non, parce que j'allais dire, parce que est-ce que c'est là où ils les conduisent, en fait là où est-ce que c'est les corps du barrage ou des corps qu'ils ont tués eux-mêmes ? On ne sait pas en vrai. Ou des corps de contaminés, tout simplement. Parce que les contaminés qui sont je pense qu'il y a de ça par les mines et tout, il doit y avoir, c'est un espèce de charnier. Ils jettent tout dedans. Ils le disent à un moment donné que il faut virer les corps et tout. Donc je pense que tu as les gens qui sont morts au barrage, les infectés, plus 2-3 personnes peut-être qu'ils ont tués aussi. On ne sait pas trop. Oui. Et puis à ce moment-là, on va voir que Killian, c'est au jeu du cache-cache géant, c'est lui le meilleur. Ah ouais. C'est ça qui me fait penser. Il me fait penser à James McAvoy dans Split. Le fait d'être torse nu, t'as l'impression que c'est une bête. Moi, il me fait penser, encore plus vieux, à Roger Hauer, je ne sais pas comment ça se prononce, dans Blade Runner. Roy Batty, le répliquant Nexus 6. Ah oui, aussi un peu, t'as ce côté-là, mais c'est le côté torse nu un peu. Sous la pluie. Je rejoins aussi Kevin sur le côté. C'est le côté très très bestial en fait. Ouais. Quand Killian. Pour expliquer, donc il y a un des militaires dont on parlait juste avant, j'ai oublié le nom. Farrell, c'est ça ? Ouais. Se fait tuer. Killian arrive à s'échapper en se cachant parmi les cadavres. Après, il s'enfuit. Et on va rentrer dans l'acte 3 où les deux femmes vont être violées. Parce que c'est le but du colonel, donner des femmes à ses hommes. Et là, Killian, quand il va revenir, va être très 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 énervé. Limite, t'as l'impression qu'il devient lui-même enragé en fait, parce qu'il va rien laisser passer et ça va être un véritable carnage dans le domaine. Il dépasse sa condition d'humain, on va dire, sur l'instant. Première initiative qu'il prend, c'est d'aller libérer le soldat qui était attaché par le colonel pour l'étudier, entre guillemets. Il le libère en tirant une décharge de balles sur la chaîne qui le retenait prisonnier. Et évidemment, ça va foutre la merde. Mais du coup, il met également Selena et Anna, il les met un peu en danger en libérant une saloperie comme ça. Oui, totalement.
Mais lui-même, du coup, parce que bon, il y en a qu'un, ok, mais un contaminé qui se balade dans une demeure où il y a des soldats, ça va très très vite, vu qu'on voit l'efficacité des soldats, ça va très très vite donner beaucoup de contaminés qui vont graviter autour des 3 personnages principaux. Surtout qu'Anna va être en contact avec un des contaminés. Là, pour le coup, scène de tension. Attends, qu'on parle bien de la même chose. Oui, on parle Celle bien de où la elle même est chose, pour aller cacher derrière derrière le miroir. Ouais. Là, celle-ci a bien fonctionné sur moi, étonnamment. Complètement stone derrière le miroir. Parce que voilà, en plus, faut préciser que Selena, qui a travaillé en pharmacologie avant, c'est un peu ce qui la caractérise, c'est que c'est une pharmacie ambulante. Elle sait ce qui va se passer, elle sait que les mecs vont les sauter, et du coup, elle prépare un petit cocktail de médicaments pour Anna pour qu'elle se souvienne pas. Et donc Anna, à ce moment-là du film, quand Killian va venir les chercher, est complètement stone. Et elle va se retrouver confrontée dans la même pièce à un contaminé. Et au moment où le contaminé rentre, elle est cachée derrière un miroir mobile, vous savez, avec un miroir sur pied, quoi. Et cette scène de tension, là, pour le coup, fonctionne énormément sur moi. Là, contrairement au tunnel ou autre, j'étais dedans à 200%. Et en plus, c'est un peu Alice de l'autre côté du miroir, avec sa robe, avec ça. Il y a un petit effet Alice, oui, tout à fait, je suis d'accord avec. Mais de toute façon, Alice est dans tellement d'œuvres. Ouais. Hein, bref. Moi, je me demande comment elle tient. Sur la pointe des pieds, et elle se tire avec les bras, c'est pour ça qu'elle tremble autant. Ouais. Beaucoup de soldats vont mourir. Tous. Tous les soldats vont mourir, en fait. Dont un tué par Killian. Non, deux Killian. Un au couteau et un avec la tête éclatée contre le mur. Et les yeux crevés. Et là, ça nous renvoie à ce que Selena lui avait dit, que dans le regard, on voit si quelqu'un est infecté ou pas. Et donc, elle aurait aucun problème à tuer Killian. Parce que Killian se lève torse nu. Le mec est pour le coup recouvert de sang. Il sort de la pénombre. Jeu de regard. Elle voit qu'il est pas, elle le tue pas. Et le bisou. Mais moi, je reste sur mon. En plus, avec l'ambiance du château, tout ça, il passe par les fenêtres, il est torse nu, il est sous la pluie, il est plein de sang, il a une forme bestiale. Je reste vraiment sur Roy Batty. Oui, mais pareil, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça aussi. Ça fait écho à plein de choses. Ensuite, le Major est tué par Maylor, donc l'infecté qui était enfermé dans l'arrière-cour. Et ça, c'est beau. Ouais. Il s'enfuit en voiture. 28 jours plus tard, ils sont dans un... Enfin, il s'enfuit en voiture alors que Killian vient de se prendre une balle dans le ventre. 28 jours plus tard, il a un pansement. Tout va bien. Il est dans un lit. Dans une chambre où il y a Est-ce pas qu'il y de avait du rideau. scotch? Possible. J'espère. Parce qu'un pansement sans scotch, c'est pas un vrai pansement de héros. Ouais. Il sort. Anna, ils sont dans une espèce de maison, dans un cadre assez sympathique. Il n'y a pas à dire. Anna arrive en courant. Prairie, bord de mer, non? Bord de lac, je pense. Bord de lac. Anna arrive, leur dit ils arrivent, il y a du bruit. Ils sortent avec un drap interminablement long. Ils écrivent un truc. Ils écrivent pas help, ils écrivent hello. C'est ça en écho avec ce qu'on voit en fait au début de la scène. On voit qu'il y a écrit hell, l'enfer. Et à la fin, c'est pas l'enfer, c'est bonjour, c'est on vous accueille, aidez-nous. C'est mieux que help en fait. Et c'est le mot que Killian dit le plus souvent dans ce film aussi. L'avion de chasse passe au-dessus. Et c'est la fin de 28 jours plus tard. Et c'était vachement bien. Bah Olivier, je te laisse faire ta conclusion alors. Alors, ma conclusion pour 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, c'est une expérience, je pense, visuelle pour moi. Et que si vous connaissez pas vraiment, allez-y. C'est un très bon film de Contaminé qui passe très vite. Il dure 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Il fait 1h50, 113 minutes, comme a dit Kevin. Il y a de beaux moments de bravoure, de très beaux moments d'humanité. Les contaminés vous feront pas spécialement peur parce que vous les voyez beaucoup courir, mais on n'a pas de gros plans, on n'a pas de charogne, on n'a pas de lambeaux de chair qui pendouillent bêtement avec de la bave à gogo. Voilà, on n'a pas tout ça, on a vraiment des humains poursuivis par des humains qui sont juste contaminés par quelque chose, mais on n'est pas dans un délire de zombies carnivores. C'est le choix artistique de filmer tout en mini-DV et donc d'être toujours au plus proche des comédiens est très original, je trouve, pour ce genre de film et fonctionne bien parce qu'on est tout le temps au cœur de l'action. La caméra tremble quand il y a de l'action, la caméra va vraiment suivre les personnages tout du long. On est avec eux
en permanence et ça fait du bien. Même si des fois il y a des intentions de réalisation, il y a du travelling, il y a du mouvement quand c'est contemplatif, la caméra est plus posée, mais vraiment souvent la caméra sera avec les personnages. Et ça fait du bien dans ce genre de film, j'aime beaucoup. Le jeu d'acteur, à part Anna, qui, moi, vraiment, son jeu n'a pas fonctionné, en tout cas en anglais, je sais pas du tout ce que ça donne en français. Sinon, c'est un sans faute. Visuellement, c'est un sans faute. Et donc, je vous encourage vivement, si vous ne connaissez pas 28 jours plus tard, à voir 28 jours plus tard. Et si vous le pouvez, parce que les deux sont disponibles sur Disney+, à regarder dans la foulée 28 semaines plus tard. Voilà, ce sera ma conclusion rapide, simple. Très belle conclusion. Et toi, Vivien? Olive a un peu piqué mes mots, on va dire. Ouais, c'est une expérience visuelle en fait. On peut penser déjà aussi que l'histoire est un peu bateau, mais elle ne l'est pas en fait. C'est juste voilà, un film de contagion comme tu connais, avec des idées un peu plus sombres à la fin, notamment avec les militaires, le viol, tout ça. Mais surtout, ouais, avant tout, c'est visuel. Le film et tu le vois avec les yeux. Tu le vois aussi avec les oreilles. Je trouve la musique très bien, mais bon, tu l'oublies assez rapidement. Mais ouais, c'est un film que La musique est oubliable, mais le thème est entêtant. Ouais, voilà. Le film, sinon, voilà, c'est vraiment... Visuellement, c'est quelque chose à voir. Parce que, que tu aimes ou pas, ça va toujours t'entraîner, tellement c'est original. C'est vraiment une expérience, en fait, je pense, de réalisation même. Enfin, c'est une expérience de réalisation même, d'avoir filmé ça comme ça, mais ça a un sens avec le scénario. Voilà. C'est très bien. Le film est une perpétuelle fuite en avant, en fait, et c'est très bien. C'est très très bien. Regardez-le, pour le coup, ça vaut le coup. Et toi, Kev? J'ai détesté. J'ai trouvé ça long, lent, ça manque énormément de rythme. Et je trouve ça très dommage. J'arrive pas à savoir si tu rigoles ou... Non, blague à part, j'ai beaucoup aimé. Et non, j'ai beaucoup aimé. Actor Studio. Ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Et non, j'ai beaucoup aimé. On progresse. J'ai beaucoup aimé. J'en avais, pour le coup, de l'avoir vu il y a très longtemps, et j'en avais des très bons souvenirs. Ce que j'aime le plus dans ce film, moi, c'est Cillian Murphy. Ensuite, ce que j'aime le plus après lui, c'est que pour une fois, on a un film avec des infectés / zombies, parce que même si c'est pas la même chose, ça fait partie du même marasme cinématographique, on va dire, qui n'est pas concentré exclusivement sur l'action. Et souvent, quand on voit un film d'horreur / un post-apocalypse avec des zombies, c'est souvent bagarre, tir. C'est ce qui se passe un peu dans le deuxième, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a Jeremy Renner. Et j'ai trouvé ça cool que tu suives des personnages, leur évolution psychique, tu comprends leurs émotions. Il y a une grosse forme d'empathie qui est créée. Et l'action se réserve un petit moment à la fin du film pour, on va dire, le clôturer. Et rien que ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite, l'effet visuel est sympa, tu t'es dedans. La musique, je la trouve assez cool, même si je l'ai déjà oublié. Mais dans le film, on se laisse transporter par la musique. Donc non, pour moi, c'est un film à voir. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Et c'est un film à voir, à vivre. Et donc, je vous le conseille. Et comme je vous conseille la suite aussi, même si c'est pas pareil. En fait, tout le film est autour d'un humour et même d'une façon de faire, j'ai envie de dire, britannique. On est très loin d'une production américaine. Genre, et je le ressens, ça. Tu le ressens parce que c'est plus posé. Comme t'as dit, c'est moins attaché sur l'action des zombies, sur l'émotion des personnages, que sur l'humour des personnages, que sur la vie des personnages. Alors qu'une production américaine, on voit ce que ça fait, quoi. Ça nous fait des Resident Evil, ça nous fait des... Hop. C'est une boîte de production allemande. Allemande, oui, si tu veux. Ah oui, c'est une boîte de production allemande qui a fait les films Resident Evil. Européenne, du coup. Ouais, non, Resident Evil, tu veux allemande. Dire. Ok, allemande. Resident Evil, oui, non, mais pour Resident Evil, pas avec ces gens-là. Je veux bien dire, mais c'est loin d'un DayZ ou d'un truc comme ça, tu vois. Ah oui, totalement. Et je ressens vraiment une... Alors, je sais, la boîte de production n'est pas britannique. Je crois que c'est la Century Fox qui produit ça. Je sais plus. Mais il y a quand même tout un
le film se passe en Grande-Bretagne avec des acteurs britanniques et tu ressens, j'ai envie de dire, une certaine pointe d'humour que moi je retrouve que dans des films britanniques que je retrouve pas ailleurs tout simplement en fait. Je retrouve pas ça, je retrouve pas cet humour, je retrouve pas cette sensibilité dans des films hollywoodiens quoi. Je plus sois. Et Olivier, explique-lui. Parce que tu conçois mais t'es pas con, t'es plus, je sais pas. Non, il plus soit. Plus soit, ce n'est pas un verbe, mais c'est devenu un verbe. C'est quand tu traînais sur les forums au début d'Internet, etc. Au lieu de mettre un pouce, tu plus soyais les choses. Et donc c'est devenu une... C'est, en gros, on est d'accord. Oh. Vas-y, traite-nous de boomer aussi. Bah je sais pas, aujourd'hui on dit j'aime quoi. Ouais, mais moi je préfère utiliser des termes que je préfère. T'as raison. Et je dis 2 fois préféré Sois dans fier. la Waouh même phrase. Tu préfères utiliser ce que tu préfères. Est-ce qu'on serait pas en train de vivre l'intro qu'on n'a pas eu sous forme d'outro claqué? Mais oui, c'est bien ce que je suis en train Et de... c'est parti. Non, pour parce un que autre de on a tout le temps des outros claqués, donc ça ne... Et donc semaine prochaine, Le Dernier Train pour Busan, un film qui est très bien, ouais. Merci de nous écouter, de liker, commenter, partager. On vous fait des bisous et à la semaine prochaine. Des bisous.